Ok, c'est là. Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bonsoir Encia, mon désir, mémorant, et bonsoir Maître Claude Jean, bonsoir Maître Donald Laroche, comme membre du jury présidé par moi-même, Nelson Sylvestre. Et le mémoire il va être présenté à l'assistance au jury, premièrement, et à l'assistance et droits et protection sociale des travailleurs en Haïti, au cadre de la réalité pratique dans la commune de Jacmel de 2020 à 2025. Donc, comme tu sais, NCA, tu as environ 10 minutes pour la présentation et ensuite, les membres du jury viendront à te faire des commentaires, des remarques et des questions comme appréciation. Donc, tu as la parole. NCA. Merci, monsieur. S'il y a bien une chose que notre peuple n'a jamais fait en ce monde, c'est la nécessité de lutter pour les droits, pour la protection des droits humains, particulièrement pour les couches les plus vulnérables. La nécessité de lutter pour les droits des enfants contre la violence et la domesticité, la nécessité de lutter pour les droits des femmes contre le système patriarcal, la nécessité de lutter pour les droits des travailleurs contre un système défaillant. Et c'est cette dernière catégorie qui nous intéresse ce soir. Honorables membres du jury, chers collègues, amis invités, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence, de votre soutien et de votre attention. Je m'appelle Anissa Modestir et ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire de licence de droit sur le sujet droit et protection sociale des travailleurs en Haïti entre cadre légal et réalité pratique de la commune de 2020 à 2025. Les droits n'ont de véritable valeur que s'ils protègent réellement les personnes qui en ont le plus besoin et les travailleurs en font partie. Car travailler ne devrait jamais signifier renoncer à sa sécurité, à sa dignité ou à sa protection sociale. Au contraire, le travail est reconnu comme un droit fondamental, intimement lié à la dignité et représente un outil de cohésion et de justice sociale. En effet, le droit du travail est par essence un droit protecteur, car il est né de la volonté d'encadrer et d'équilibrer une relation fondamentalement inégale, à savoir celle existant entre l'employeur et le travailleur. Pourtant, dans de nombreux États, notamment en Haïti, une réalité persiste. Les droits reconnus par les textes de loi ne correspondent pas toujours aux réalités vécues sur le terrain. C'est précisément cet écart, ce fossé, qui fait l'objet de cette présente recherche, notamment dans la commune de Jacmel. Alors, nous avons formulé la question suivante qui constitue le fil conducteur de ce mémoire. Dans quelle mesure le cadre juridique haïtien relatif aux droits et à la protection sociale des travailleurs est-il effectivement appliqué dans la commune de Jacmel de 2020 à 2025? À cette problématique, nous avons formulé l'hypothèse suivante selon laquelle, malgré l'existence d'un cadre juridique relativement structuré, l'effectivité des droits des travailleurs demeure fortement limitée. Alors, notre objectif n'est pas de montrer si les lois existent, car elles existent, mais de vérifier, de déterminer si elles produisent leur effet dans la vie quotidienne des travailleurs. Pour répondre à ces questions, nous nous sommes fixés 3 objectifs principaux, à savoir analyser le cadre juridique haïtien applicable aux droits des travailleurs et à la protection sociale en Haïti. En deuxième lieu, c'est d'évaluer l'application concrète de ce cadre juridique dans la commune de Jacmel et enfin, identifier les principaux obstacles à cette effectivité afin de proposer des pistes d'amélioration.
parvenir à bout de cette recherche, la première étape a consisté en une analyse documentaire juridique. Nous avons passé en revue les principaux textes applicables, notamment la Constitution haïtienne du 29 mars 1947, quelques conventions internationales de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ratifiées par Haïti, le Code du travail de 1984, toujours en vigueur, et les lois relatives à l'ONA et à l'OFATMA. Ensuite, nous avons dressé un questionnaire que nous avons adressé à 50 travailleurs de la ville de Jacmel de différents secteurs, notamment les secteurs publics, privés et informels. Pour compléter, j'ai mené quelques entretiens semi-directifs auprès de certains acteurs directement concernés, de certains acteurs institutionnels directement concernés, à savoir le directeur de l'ONA, un responsable de l'OFATMA et du MAST. Ces échanges ont considérablement enrichi mon analyse en me permettant de confronter les données recueillies de la part des travailleurs au point de vue des institutions chargées de leur protection. Pour une petite présentation de l'échantillon de cette enquête, parmi les 50 travailleurs, nous avons 6% étaient du secteur informel, 36% du privé et 58% de l'informel. Quant à leur nombre d'années de service, 18% travaillaient depuis moins d'un an, 54% de 1 à 3 ans, 24% de 3 à 10 ans et 4% de plus de 10 ans. Quant à la répartition du genre, conseil très important dans une étude, on avait 26 individus de sexe féminin et 24 de sexe masculin. Toutefois, nous avons rencontré quelques limites dans le cadre de cette étude. Du côté des employeurs, nous avons eu quelques réticences. D'ailleurs, nous n'avons pas pu mener cette enquête directement au sein des institutions, vu qu'elles présentaient une certaine réserve sur la divulgation de leurs données internes. Du côté des travailleurs, bizarrement, nous avons également rencontré quelques travailleurs réticents quant à dévoiler certaines informations. A priori, le salaire que nous n'avons pas intégré dans le cadre de cette recherche en vue de manque d'informations. Du côté des institutions sociales, certaines de leurs données ne pouvaient être divulguées. Par contre, elles ont activement contribué à l'élaboration de ce travail en nous communiquant certaines données jugées possibles d'être divulguées. En Haïti, le véritable problème n'est pas l'absence de droits, mais leur faible effectivité. Autrement dit, il existe un écart important entre ce que prévoit le droit et ce que vivent quotidiennement les travailleurs. Cette conclusion découle de plusieurs constats que je vais vous présenter dans la prochaine diapositive. Voilà. Quant à la formalisation de la relation de travail, l'enquête révèle que 63% des travailleurs interrogés n'ont pas de contrat écrit. Non pas que le contrat écrit est obligatoire pour attester une relation contractuelle de travail, mais son absence expose le travailleur à des difficultés éventuelles à démontrer l'existence de cette relation de travail devant les juridictions compétentes, notamment s'il devait contester un licenciement ou réclamer des droits qui lui sont dus. Par rapport à la durée du travail, plus de la moitié des travailleurs interrogés ont déclaré travailler plus de 8 heures par jour. Comme le veut le Code du travail haïtien de 1984. Ils ont également déclaré que leurs heures supplémentaires ne sont pas forcément rémunérées dans ces cas-ci. De la liberté syndicale, c'est le constat, je pense, le plus préoccupant, étant donné que c'est une liberté reconnue constitutionnellement parlant à tout citoyen, quel que soit son secteur d'activité.
car le syndicat a une importance fondamentale. Il permet à tout citoyen de défendre les intérêts professionnels d'un collectif. Mais l'enquête révèle une absence de syndicat de travailleurs dans la commune de Jacmel, car aucun des travailleurs interrogés n'est membre d'un syndicat actif à Jacmel. Et la majorité ignorait même l'existence d'un tel droit. Quant à l'affiliation de l'ONA et l'OFATMA, qu'il s'agisse de l'ONA ou de l'OFATMA, l'enquête révèle un taux d'affiliation extrêmement faible, alors que l'ONA garantit aux travailleurs une sécurité financière au moment de la retraite et est obligatoire pour tout travailleur du secteur privé. Et l'OFATMA intervient lorsqu'un accident du travail, une maladie ou une maternité survient. Autrement dit, ces institutions permettent aux travailleurs d'affronter les principaux risques de la vie professionnelle. De cette situation, nous avons retenu trois causes majeures, à savoir une trop grande importance du secteur informel. Une trop grande importance du secteur informel. En effet, l'enquête a révélé que près de 58% des travailleurs ne sont pas dans un secteur enregistré, donc évoluent dans le secteur informel. La deuxième cause serait une faiblesse de mécanismes de contrôle. Par exemple, lors de l'échange que j'ai eu avec le directeur de l'ONA, il nous a révélé que certaines institutions privées fuient leurs responsabilités et n'hésitent pas à cacher les véritables données de leur institution afin que tous leurs travailleurs soient enregistrés ou affiliés à l'ONA. La troisième cause serait la méconnaissance des droits par les travailleurs. En effet, une grande proportion des travailleurs interrogés reconnaît ne pas connaître les droits et dispositions principales du Code du travail et ignore l'essentiel de la mission et du rôle de l'ONA et de l'OFATMA. Pour améliorer l'effectivité de ces lois, nous proposons alors les solutions suivantes en 4 étapes. RRSA. Premièrement, ce serait de réformer, actualiser le Code du travail. Actualiser le Code du travail. Voilà. Actualiser le Code du travail pour le rendre plus adapté à la réalité actuelle du marché du travail. Deuxièmement, ce serait de renforcer les institutions concernées, à savoir le MAST et l'inspection du travail, l'ONA et l'OFATMA. Troisièmement, sensibiliser par des campagnes de formation et de sensibilisation directement pour les travailleurs. Et en dernier lieu, accompagner, non pas pour sanctionner, mais pour encadrer et formaliser progressivement le secteur informel. Malgré les limites rencontrées, nous espérons que ce travail aura aidé à mettre en évidence le projet entre le droit et la pratique en Haïti, de différents secteurs, notamment dans le cadre du droit du travail, à identifier les obstacles à l'effectivité des droits et à contribuer à la réflexion sur la protection des droits humains, notamment ceux des travailleurs en Haïti et leur protection sociale. Car, mesdames et messieurs, le véritable défi d'Haïti n'est pas de reconnaître plus de droits aux travailleurs, mais de rendre effectifs, de rendre applicables ceux qui existent déjà. Le droit n'a pas été créé, les droits n'ont pas été créés pour être admirés dans des codes, mais pour protéger les individus, les citoyens de notre communauté. Je tiens à remercier sincèrement mon encadreur qui m'a permis d'en arriver là et qui m'a permis de tirer le potentiel de ce travail et de mener à bien cette recherche. Merci à vous tous pour votre présence et merci à vous, chers membres du jury. Je laisse la place pour les critiques essentielles à la suite de ce travail. Merci à vous tous. Merci, Elsia.
Et pour les critiques non essentielles, il faut continuer à ouvrir la caméra. Les critiques non essentielles. Non, alors toutes les critiques sont essentielles, c'est pour dire que les critiques sont effectivement essentielles dans le cadre de ce travail. OK. Et puis, qu'est-ce qui a fait que ce n'était pas possible de mettre la caméra en face de toi? Parce que tu as fait trop de mouvements pour... Ah oui, en fait, là où je suis, notamment à l'IVS, j'utilise 2 ordinateurs pour m'aider à partager l'écran et à suivre, et notamment à laisser ouverte la caméra. Donc, c'est pour cela que j'ai dû bifurquer de temps en temps de cet ordinateur à celui-ci. Il me semble que la table était si petite qu'elle ne pouvait pas avoir, qu'elle ne te donnerait pas la possibilité d'être en face de la caméra. Et je pense que c'est mieux. OK. Oh, Merci à nouveau pour la présentation. Je pense que tu as fait une présentation éclair. Et sans plus tarder, on passe la parole à notre cher Donald Laroche pour ses critiques. Maître Laroche. Alors, bonsoir, Dr. Nelson, honorable président du jury. Et je salue Maître Claude Jean, l'encadreur de ce travail, et puis mes salutations à l'impétrante NCA Mon Désir. Je crois que NCA Mon Désir est l'une de mes anciennes élèves au secondaire. Si je me rappelle bien, je ne peux pas me rappeler si c'était à l'IDEP ou bien à Ville-de-France, mais je crois que c'est l'une de mes anciens élèves et j'ai le plaisir aujourd'hui donc de faire partie de ce jury pour évaluer le travail de NCA Mon Désir. Et je commence par féliciter l'étudiante pour ce travail considéré comme acceptable, un bon travail présenté par l'impétrante, et que je dois féliciter l'étudiante aussi pour sa présentation, sa capacité d'expression, sa capacité de synthèse, et globalement c'est un bon travail et je remercie aussi l'encadreur pour ce travail fourni. Mais comme vous le savez, on répète assez souvent que un travail produit est toujours, si vous voulez, entaché de faiblesses. C'est pour cela que nous pensons que le travail de NCA doit être analysé pour essayer, dans la mesure du possible, de considérer les faiblesses de ce travail. Et pour commencer, on doit analyser le travail sur le fond et sur la forme. Et sur la forme, je vais aller un peu lentement pour permettre à NCA de noter si nécessaire. Eh bien, la forme. Pour la forme, il faut se référer toujours au canevas de l'université, que ce soit au niveau de licence, master ou doctorat. L'université présente ou impose toujours un canevas et l'étudiant ou l'impétrant en question doit toujours se référer au canevas de l'université comme document de référence de premier plan. Et ensuite, il faut considérer aussi la méthodologie et c'est pourquoi à l'université, on propose toujours un cours de méthodologie de la recherche. C'est dans l'objectif de permettre à l'étudiant de travailler en fait sur son mémoire. Et la méthodologie, c'est comme comment marcher entre le point de départ et le point d'arrivée. Et c'est en fonction de ces deux éléments, à savoir le canevas qui a été proposé et ensuite en rapport aussi avec la méthodologie de la recherche que nous allons essayer
d'analyser quelques points forts de ce travail, même si je vous dis c'est un travail globalement acceptable. Alors, je crois que la première remarque concerne la page de couverture. Vous regardez la page de couverture, et moi je pense qu'il faut revoir la page de couverture. Dans les documents qui ont été soumis, l'UIS donne un modèle et il faut respecter scrupuleusement donc le canevas et en partant de la page de couverture. Je crois que généralement on met sujet, 2 points et puis la formulation. Là, je vois droit et protection sociale des travailleurs en Haïti, entre cadre légal et réalité pratique de la commune de Jacmel de 2020 à 2025. J'ai essayé de consulter d'autres travaux qui ont été soumis et présentés à l'IUS. Généralement, on voit sujet, 2 points, et puis droit et protection sociale des travailleurs. Et dans la formulation du sujet, on voit pourquoi on a utilisé taille, par exemple, droit et protection sociale des travailleurs en Haïti, j'imagine c'est taille 14 ou 16, entre le cadre légal et réalité pratique dans la commune de Jacmel de 2020 à 2025, c'est peut-être en taille 12. Je ne vois pas pourquoi. Alors, je vous dis que, à mon avis, ce sujet, c'est un sujet assez pertinent. Droit et protection sociale des travailleurs en Haïti. Et quand nous connaissons les travailleurs en Haïti, souvent, leurs droits ne sont pas garantis. Et quand RNCA a décidé de travailler sur ce sujet, j'estime que c'est un sujet assez intéressant qui peut attirer l'attention de plus d'un. Droit et protection des travailleurs sociaux en Haïti. Et je profite une fois de plus pour féliciter RNCA et puis sous la direction de Maître Claude Jean, mais il faut mettre, je vois, préparé par NCA Mon Désir. On met NCA Mon Désir dans les modèles que j'ai pu en fait consulter. Je vois souvent, on met préparé. Après la formulation du sujet, on met préparé par NCA Mon Désir sous la direction de Maître Claude Jean pour l'obtention du grade de licence en sciences juridiques. Mais entre-temps, il faut revoir aussi la date. On dit présenter. Je vois toujours présenter et soutenu publiquement. Il faut ajouter publiquement. Car la soutenance s'est faite toujours de manière publique. Mais il faut ajouter ça sur la page de couverture. Et il faut revoir la date. Aujourd'hui, 3 juillet, je vois 15 juin 2026. Tout ça, c'est à revoir. Il faut apporter quelques petites corrections, si possible. C'était sur la page de couverture. Alors, donc, toujours sur le plan de la forme, je vois que le texte n'est pas si bien justifié. Moi, je vous dis encore, il faut respecter scrupuleusement donc, le canevas. Dans le canevas, il est noté que le texte doit s'écrire, doit être justifié à gauche, 2,5 cm pour faciliter la reliure en cas, si on veut reproduire le document en dur. 2,5 à droite 2 cm, en haut et en bas 2 cm. Dans le travail de notre chère étudiante, on a vu par exemple à gauche 2,48 cm, à droite 2,29, en haut 2,5. Mais il faut voir cette manière de justifier le texte. Autre remarque, dans la partie préliminaire, c'est-à-dire avant l'introduction, et on nous demande de numéroter en chiffres romains cette première partie, en commençant par la lettre I. Et là, tu commences avec II. Mais on commence avec I, mais ce n'est pas avec II. Puis I, puis II. Mais il faut revoir ça. Et puis, on voit aussi que les titres des sections, tantôt en chiffres arabes, tantôt en chiffres romains. Donc, il y a un problème de cohérence dans la présentation du texte. Et ensuite, à l'IUS, il est souvent déconseillé de mettre, si vous voulez, l'article, donc devant les titres des chapitres, les titres des sections. Ce n'est pas nécessaire de mettre les articles souvent
à l'IUS, les jurys reprochent aux étudiants. Quand j'assistais à une dernière soutenance à l'IUS, le docteur, qui est le président aussi, le docteur Nelson, a toujours relaté qu'il n'aime pas ça. Donc, à l'IUS, il faut écouter les conseils, il faut en fait essayer dans la mesure du possible de respecter les conseils. Et ensuite, après le résumé, il faut présenter les mots-clés. On ne voit pas les mots-clés immédiatement après le résumé. Ici, dans le travail de l'étudiante, on ne voit pas les mots-clés. Et pour l'introduction, je crois que c'est une bonne introduction. D'accord? On n'a pratiquement rien à reprocher à l'introduction. Et puis, il n'y a pas aussi la question d'équilibre. En principe, dans le canevas, le chapeau pour introduire un chapitre doit avoir au maximum 10 lignes. Nous sommes toujours sur le plan de la forme. On a dit maximum 10 lignes. On constate par exemple dans le premier chapitre, le chapeau dépasse largement 13 lignes. Le titre, dans le titre, eh bien, du chapeau, le titre, c'est en taille 16. Et il faut écrire ça en taille 12. Par contre, dans le canevas, les titres des sections s'écrivaient avec la taille 14 et en gras. Mais là, tu utilises la taille 12. Mais il faut regarder à chaque moment le canevas qui est notre boussole. Et pour chaque section, le chapeau est de 5 lignes maximum. Et on constate ici, il y a des chapeaux de section allant jusqu'à 9 lignes. Autre remarque, les tableaux. Il y a des tableaux qui sont présentés dans le cadre de ce travail et les tableaux ne sont pas interprétés et analysés. Quand on présente un tableau, le tableau est comme muet pour nous autres qui observent et qui regardent, qui analysent le travail. C'est l'interprétation qui est la plus importante. Je vois quelques graphes et les graphes sont commentés, interprétés et analysés. Le tableau, c'est bien avec le titre et la source. Je te félicite, Ernsia, pour la présentation des tableaux, mais sauf que je te reproche du fait que les tableaux ne sont pas interprétés et analysés. Donc, c'est les interprétations, l'analyse qui peut nous permettre de comprendre la réalité qu'on veut expliquer, qu'on veut étudier. Mais si les tableaux ne sont pas comment, ils ne sont pas interprétés comment nous autres, ce n'est pas à nous d'aller interpréter les tableaux. C'est l'étudiante qui doit faire ce travail. Et puis, on dit que chaque chapitre, moi je suis dans le canevas de l'université de l'US. Donc chaque chapitre doit comporter 3 sections. Et là, il y a un chapitre, c'est le premier chapitre, il y a 2 sections, mais il peut expliquer pour quelle raison. Donc, toujours en ce qui a rapport avec la forme, eh bien, dans le chapitre 1, par exemple, on trouve des phrases trop longues. Il faut regarder, il faut relire, par exemple, le chapitre 1er de ce travail, et vous verrez des phrases trop longues à revoir. En annexe, par exemple, on écrit dans le formulaire d'enquête, quand on met féminin, masculin, etc., mais il n'y a pas une case, donc il n'y a pas un carré qui permet au répondant bien, de cocher. Bon, le répondant aura du mal à cocher donc, la réponse qu'il juge correcte, puisqu'on n'a pas donné suffisamment d'espace ou bien on n'a pas prévu que le répondant doit pouvoir cocher quelque chose. Et il faut être plus clair. Il ne faut pas être embarrassant dans votre disons, formulaire d'enquête. Et puis, il y a le formulaire un peu fermé. Il n'y a pas de questions de relance quand on étudie un phénomène. On répond oui, non. Il ne fait que cocher, mais parfois il faut qu'il y ait des questions de relance qui permettent aux répondants de s'exprimer et à partir de là pour faire une analyse plus large et plus approfondie. Parce qu'on étudie un phénomène, on cherche à comprendre le phénomène. C'est à partir des réponses proposées par des répondants, mais si les répondants répondent oui, non, ça ne va pas permettre à nous autres de bien comprendre le phénomène à étudier. Mais là,
Je ne trouve pas beaucoup de fautes d'orthographe, mais il y a peut-être des fautes de frappe, par exemple, dans la conclusion, deuxième paragraphe de la conclusion. Et là, je vois, par exemple, on devait mettre loi, L-O-I, mais on a mis la, L-A-S-T. Donc, deuxième paragraphe de la conclusion, je crois qu'il faut revoir ça, il y a une faute de frappe à corriger. Et puis, pour la table des matières, il faut éliminer, par exemple, supprimer sommaire. Tu as mis table des matières, et puis plus bas, on a mis encore sommaire. Mais à l'US, je vois souvent qu'on met table des matières. Pourquoi après avoir mis table des matières, et puis on met encore sommaire? Ça, c'est pour moi une répétition inutile. Donc, il faut être plus cohérent aussi. Quand, par exemple, dans l'introduction, on écrit introduction en lettres minuscules et dans la table des matières, on écrit introduction en majuscules. Tout ça fait partie de la cohérence et je crois la table des matières, je ne suis pas un bon informaticien, mais ça se fait de manière automatique. Il faut voir un informaticien qui peut t'aider donc, à résoudre ces problèmes-là. Et puis, dans la bibliographie, tantôt on écrit le nom de l'auteur avant, tantôt prénom de l'auteur avant. Tantôt, je dis nom de l'auteur, tantôt prénom de l'auteur. Il faut revoir la bibliographie pour être plus cohérent. Maître Laroche. Oui. Oui, donc il n'y a que 5 minutes. Ah, bon, excusez-moi. Alors, il y a des doublons aussi dans la bibliographie, comme Alain Supio, et puis organisation des travailleurs, c'est des doublons. Ça, il y a une répétition. Et alors, sur le fond, il me faut aller plus, et je dois aller plus vite. Alors là, je trouve quelques éléments qui ne sont pas abordés. Par exemple, en parlant du droit des travailleurs en Haïti, il faudrait aborder quelques éléments. Il faut exploiter la conjoncture. Le travail est situé entre 2020 et 2025, une période de crise exceptionnelle. Et pour parler des droits des travailleurs, il faudrait par exemple parler de l'inflation. En 2025, de 2020 à 2025, il y a une crise exceptionnelle. Et en quel sens l'inflation affecte les conditions de vie des travailleurs. Et on n'a pas parlé de ajustement salarial, par exemple. Le rôle des syndicats, le rôle des associations syndicales dans une promotion des droits des travailleurs. Donc, ce sont là quelques points faibles que je peux relater dans le cadre de ce travail, mais je dis en gros, c'est un bon travail et j'invite Ernsia pour sa capacité de rédaction, capacité de réflexion, capacité de production, à poursuivre ses études. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester au niveau de la licence. Tu as la capacité d'aller vers l'avant, d'aller poursuivre en fait votre étude. Eh bien là, je m'arrête là et je demande donc au président du jury, donc à un moment donné, au moment opportun, de revenir pour poser quelques questions à l'impétrante. Et merci beaucoup au président du jury. Merci, Maître Laroche. Je pense que NCA a hautement bénéficié de ces remarques pour améliorer le texte. Et je pense que c'est vraiment de bonne guerre. Alors, j'invite Ketia à réagir, NCA à réagir sur les remarques, commentaires et questions du rapporteur. Vas-y, NCA. Tu as le micro fermé. Oui, alors merci monsieur Laroche pour les remarques. Pour la forme, je vais essayer de voir, mais j'ai essayé de suivre le plus possible, même à la lettre, les recommandations, le canevas de l'IUS. Pour la question de la page de couverture, je vais voir exactement le problème parce que j'ai quasiment copié-collé et remplacé les phrases par mon nom. Et pour la bibliographie, malheureusement, je vais voir avec quelqu'un si on peut m'aider à gérer ça parce que
j'ai écrit bibliographie, ensuite je l'ai généré directement sur Word et c'est apparu avec sommaire. J'ai choisi la première option parce que la deuxième option, c'était presque pareil en termes de titre, c'était déjà titré. Ensuite, pour la bibliographie, bon, j'ai généré ça directement sur Word. Je ne sais pas si j'aurais dû choisir la deuxième option de bibliographie. Peut-être que le format, tantôt le titre d'abord, tantôt l'auteur d'abord, peut-être que ce serait différent, mais le Word a affiché que c'était le format à part, comme le demande le Canva de l'IUS. Mais je vais quand même regarder ce qui cloche et essayer d'appliquer au mieux vos remarques à ce propos. Par rapport à toutes les autres remarques, quant à la forme et les petites erreurs qui se sont glissées, je vais au plus vite me mettre à la tâche pour corriger tout ce qu'il y a à corriger et revoir en détail le Canva de la page de couverture jusqu'à la page des tables des matières. Mais pour la numérotation, je ne sais pas si c'est effectivement une page de couverture compte parmi la première section et dès que j'ai mis ça sur Word, on considère que la page de couverture est la première page et est numérotée I. Ensuite, la page suivante est numérotée II, donc c'est Word. Mais je vais essayer de faire ça en 3 sections et considérer la page de couverture comme une section à part et ainsi, elle ne sera pas numérotée avec les autres pages préliminaires. Je pense que c'est l'essentiel quant à la forme. Et pour ce qu'il y a trait aux sections manquantes dans l'un des chapitres, en fait, c'était volontaire malgré, bon, j'avais vu le Canva, c'était en quelque sorte volontaire parce que le contenu que j'aurais dû mettre à cette section, je n'ai pas pu trouver des données réelles parce que ça aurait dû avoir rapport avec le salaire, je crois. Donc, je n'ai pas pu recueillir des données fiables suffisantes pour remplir cette section. Donc, j'ai laissé tomber, mais je vais essayer de voir comment comment équilibrer ça comme vous me l'aviez recommandé. Quant au terme que vous vous attendiez à trouver dans ce mémoire, oui, effectivement, j'aurais dû penser à la notion d'inflation précisément, mais j'ai seulement qualifié la période de 2020 à 2025 d'une crise économique et sociale. Donc, j'ai mis ça dans un bloc et mis en lien l'impact de cette crise sur les droits des travailleurs, sur leur effectivité, sans pour autant y aller dans les détails et mener une enquête là-dessus de façon quantitative. Je ne sais pas si c'est bien formulé, mais je vais m'assurer de suivre toutes vos recommandations et de corriger ce mémoire afin qu'il soit le plus acceptable possible. Encore merci à vous tous et particulièrement encore une fois à Maître Claude qui m'a beaucoup accompagné dès le début malgré les hauteurs. Merci à vous tous. Merci Ketsia. Maître Laroche, satisfait ou il y a une remarque additionnelle? Oui, c'est très bien. Oui, Ketsia a formidablement répondu à des questions. Enfin, pas à des questions, mais à des remarques. Elle se défend très bien. Eh bien, est-ce que je peux maintenant formuler quelques questions? Oui. Pour votre permission, Monsieur le Président. Oui. Mais je dois poser environ 7 questions. Est-ce qu'on aura le temps nécessaire pour poser cette question? Mais on va voir, c'est bien quand même. C'est pas vrai. Une seule question. Une seule question pour ma fille Ensia. Alors, tu es en sciences juridiques, le droit, et que tu as travaillé sur le droit du travail. Je te demande, quel est le tribunal compétent
pour entendre un conflit, par exemple, qui oppose un employeur avec son employé. Je reprends. Quel est le tribunal compétent pour entendre un conflit, un différend, un problème de loi qui se pose entre un employeur et un employé? Parle-nous un peu de la procédure pour arriver donc à saisir ce tribunal. C'est une seule question. D'accord. Alors que l'inspection du travail se charge de réguler les relations sur le territoire, ces conflits sont normalement portés devant le tribunal du travail que selon les recherches, il n'y en a qu'un en Haïti, notamment à Port-au-Prince. Peut-être que c'est faussé, mais je sais qu'il n'y en a pas ici à Jacmel à proprement parler. Il y a un tribunal de travail à Port-au-Prince. Et c'est ce tribunal qui est normalement la juridiction compétente pour entendre de ces conflits. Normalement, quant à la procédure, je pense que il y a une première étape, à savoir une méthode ou un essai de conciliation qu'on peut mener. Et au lieu d'aller directement devant le tribunal du travail, le travailleur peut aller d'abord vers le MAST, le ministère des Affaires sociales et du travail, qui peut tenter de trouver une solution sans pour autant parvenir jusqu'au tribunal du travail. La procédure, c'est normalement le travailleur devra prouver que cette relation de travail existe, formuler la plainte de façon écrite et claire et ainsi saisir le tribunal pour que celui-ci statue sur l'affaire en question. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais je crois que l'essentiel, c'est ça. Alors, merci, Erncia. Pour la procédure, il faut consulter peut-être Maître Claude Jean, d'accord, pour quelques explications supplémentaires. Et moi, je m'arrête là et je profite pour enfin remercier l'IUS, l'administration de l'IUS, le président Christophe, qui m'a permis aujourd'hui, pour la première fois, de faire partie d'un jury. C'est pour la première fois. J'aime rester caché, mais aujourd'hui, lorsque l'IUS m'a invité dans cette entreprise, et je profite là pour remercier l'IUS et pour, en fait, remercier les autres collègues, disons mon professeur Nelson Sylvestre, et puis mon collègue Claude Jean, et puis mes félicitations une fois de plus à Erncia, que j'attends un peu plus loin dans le cadre de ses études. Et merci beaucoup, docteur. Merci, M. Laroche. Je ne manquerai pas de me référer à Maître Claude Jean pour quelques explications supplémentaires et aussi de faire des recherches supplémentaires à la question de procédure devant le tribunal du travail. Très bien. Et grand merci également à M. Laroche pour son calme dans la manière d'aborder le reportage de ce mémoire. Maintenant, j'adresse la parole à Maître Jean pour son appréciation du travail. Merci. Merci, Dr. Nelson. Et je salue Dr. Providence qui est là. Et je remercie aussi M. Laroche, mon collègue. Et je tiens tout simplement à féliciter Erncia pour son travail, sa présentation de son travail. Ce n'était pas facile pour elle, parce qu'il y avait des difficultés, il y avait des problèmes de matériel, etc., etc. Mais à chaque fois, j'ai dû la tenir ferme pour qu'elle puisse arriver là, parce que j'ai pu constater dès le début que c'est une étudiante qui a une potentiel. Hein? Donc, comme M. Laroche vient de dire, j'espère qu'elle poursuit ses études parce que
elle a une vraie capacité. Donc, elle a produit un travail. Donc, outre les retards, et à chaque fois qu'on recommande quelque chose, elle va et elle produit ce qu'on demande. Donc, elle était très appliquée et on peut voir ça. Et à mon sens, elle produit un travail assez acceptable, bien que aucune œuvre n'est parfaite. Eh bien, elle va devoir peaufiner son œuvre et pour soumettre à l'IUS un meilleur travail. Mais je te félicite, Ernsia, et je t'attends à la barre. Et pour les questions de procédure, on verra ça après, on restera en contact. Et puis, je t'attends à la barre parce que tu as tout, je dirais, tout le sens d'un avocat. Je t'attends. Et je te félicite et merci encore, Dr Nelson. Je n'ai plus rien à ajouter, sinon que d'adresser des félicitations à Ernsia. Merci, Maître Jean. Et en réalité, nous n'avons plus de temps. Et Ernsia, 30 secondes pour quelques mots et de remerciements, je ne sais pas. Bon, eh bien, merci. Je tiens uniquement à remercier sincèrement Maître Claudian pour son accompagnement et pour ses mots. J'espère qu'on se verra à la barre. Merci à mon rapporteur, c'était très utile. Je vais essayer d'appliquer vos remarques. Merci à vous tous, membres du jury, et tous ceux et celles qui sont ici présents ce soir pour assister ou me soutenir. Et particulièrement merci à ma famille et mes amis, notamment Wendy Kola qui m'a beaucoup soutenu dans le cadre de cette étude. Merci à vous tous, c'était un honneur. Très, très bien. Donc, il n'y a plus de temps. Félicitations au jury et à toi et à l'assistance. Donc, le président pour la soutenance qui arrive, c'est le docteur Christophe Providence. On peut arrêter l'enregistrement et ensuite le rebalancer. Merci.